Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ces rencontres régionales de la méthanisation, originellement programmées en novembre dernier depuis l'abbaye du Valas, et qui, pour les raisons que vous savez, va se tenir finalement maintenant jusqu'aux alentours de 12h30, façon 100% numérique, avec des invités en plateau et puis d'autres tout aussi importants en duplex pour des raisons de distance à respecter. Et c'est pour ça que je propose de nous excuser tout d'abord pour ces quelques minutes de retard. On était en train de régler un dernier détail pour la liaison. Plusieurs temps vont se succéder. D'abord, un état des lieux de la méthanisation en Normandie avec les différentes parties prenantes, puis une première table ronde sur l'adaptation des réseaux et le développement territorial, et puis une seconde table ronde sur l'acceptabilité sociale et l'appropriation locale des projets de méthanisation. Et au cœur de tous ces temps, eh bien, la possibilité, bien évidemment, pour vous d'intervenir sous forme de chat, de questions. Il vous suffit juste pour certains de faire glisser, pour certains ça apparaît sur votre page, mais pour d'autres de faire glisser, de scroller sur votre page. Vous avez un encart marqué vos questions et vous pouvez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez et nous les relayerons. Attendez quand même cependant que nous entrions dans le vif du sujet et si possible de respecter les différents thèmes qui seront abordés au fur et à mesure. Si vous posez par exemple la question dès maintenant sur l'acceptabilité sociale, je risque soit de ne pas la relayer instantanément, soit de ne pas la voir dans la mesure où c'est un sujet qu'on va aborder, mais dans la deuxième partie de cette matinée. Et une question, bien évidemment, qui reste combien pertinente, mais à replacer, si vous en êtes d'accord, dans le contexte permettant aux différents intervenants concernés de pouvoir y répondre. Et je vous remercie, bien évidemment, par avance de prendre en considération ce déroulé. Je vous propose donc tout d'abord d'accueillir les différents acteurs référents à notre thématique, à commencer par la région Normandie, avec l'implication de ces dernières au cœur des filières énergétiques, avec à la fois des engagements, mais aussi des recommandations, engagements sur les démarches vertueuses en matière de bonne méthanisation, et puis également quelques points sur lesquels il faut rester extrêmement vigilant. Et ce n'est pas Hubert de Jean de la Bâtie qui me dira le contraire. Monsieur le vice-président de la région Normandie, bonjour, vous êtes en charge de ces questions, et à la fois, il vous faut décliner effectivement tout ce que vous faites en direction de cette filière, et aussi rester vigilant, je le disais, pour qu'il y ait certaines choses qui ne rentrent pas dans le plan Normandie méthanisation. Oui, tout à fait. Bon, la région a un plan Normandie méthanisation, dont nous soutenons de manière très ferme, très officielle, tous les projets de méthanisation, particulièrement la méthanisation agricole. Alors, bien, dans ce soutien, il est conditionné à la qualité des projets. On ne soutient pas n'importe quel projet. Nous considérons qu'il y a des bonnes manières en matière de méthanisation et malheureusement, il y a quelques mauvaises. Donc, la bonne méthanisation, d'abord, si on prend la méthanisation agricole, nous avons pris l'habitude de dire que la méthanisation est au service de l'agriculture et c'est pas l'agriculture qui est au service de la méthanisation. Ça veut dire donc que nous considérons que nous avons inauguré très récemment, avec certains collègues qui sont ici, une grosse unité de méthanisation dans le Sud-Manche. Ce sont des effluents d'élevage à 80%, donc c'est un cycle tout à fait vertueux. Au lieu d'avoir ce que tout le monde a en tête lorsqu'il y a beaucoup d'élevage, effectivement, il y a du fumier, et ce fumier était autrefois entreposé en plein air, on a tous des souvenirs, et le méthane s'évaporait dans l'atmosphère. Donc ça, on voyait bien qu'il y avait quelque chose à faire. Et bien maintenant, ces effluents d'élevage sont méthanisés, produisent du biogaz, c'est-à-dire du gaz renouvelable, et qui est normand. Donc nous soutenons la production de biogaz made in Normandie, et pour que ce soit parfaitement efficace, il faut que ce biogaz puisse être injecté directement dans le réseau de gaz, et donc il faut qu'il y ait un réseau à proximité. Donc voilà les conditions pour qu'on ait une boucle locale vertueuse de production de gaz vert made in Normandie. C'est ça que nous soutenons. Et vous, je le disais en introduction, on y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi à prendre en considération, et en tant qu'élu, vous y êtes vigilant, cette bonne acceptabilité sociale par rapport à tous les projets qui sont à la fois, j'allais dire, dans le tuyau, mais je ne me permettrai pas de le dire, mais qui sont effectivement en cours et ceux qui sont encore en projet.
tous les projets d'énergie renouvelable, dont la méthanisation fait partie, doivent être des projets de territoire. C'est-à-dire qu'on doit faire comprendre à tout le territoire que c'est un projet intéressant, on doit expliquer ce que l'on fait, et bien évidemment, quand c'est possible, et c'est souvent le cas, on fait ce qu'on appelle du financement participatif, c'est-à-dire on permet à tous ceux qui vivent sur le territoire d'être acteurs de ce développement économique local. Et ça suppose donc bien évidemment d'avoir, lorsqu'on développe son projet, des maquettes qui permettent d'expliquer ce qu'on est en train de faire et d'expliquer qu'il n'y aura le moins de gêne possible pour les riverains. Sinon, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des frictions parce que la communication ou la pédagogie du projet n'a pas été faite. Et cette pédagogie, c'est expliquer la technique, bien sûr, mais c'est aussi faire un très gros effort pour que ces projets-là s'intègrent parfaitement dans le paysage et qu'il n'y ait aucun, je dirais, allez, on va être clair, ce dont tout le monde a peur, c'est deux choses. C'est d'abord que ça sente mauvais. Bon, voilà. Ça sentira de toute façon moins que si les effluents de l'élevage sont à l'air libre, déjà. Et puis maintenant, on a des technologies qui sont très au point là-dessus. Et puis enfin, il faut que dans l'économie locale du projet, on arrive à éviter trop de trafic logistique qui effectivement perturbe la vie d'un petit village rural, par exemple. On y reviendra dans le courant de cette matinée, bien évidemment. Éric Prudhomme, bonjour. Oui. Attendez, juste une petite chose. Allez-y. Je crois que pour les porteurs de projets, ça serait bien aussi qu'on fasse quelque chose d'esthétique pour nos paysages ruraux. Et j'insiste beaucoup sur l'intégration paysagère. Il ne s'agit pas seulement de montrer comment ça marche techniquement, il faut aussi que ça s'intègre dans le paysage. Donc je dis toujours, mettez un petit plus sur l'intégration paysagère. Je l'ai noté pour la relance de tout à l'heure. Merci beaucoup. Éric Prudhomme, vous êtes directeur délégué de l'ADEME Normandie. Maître mot, je dirais maîtriser les coûts, car au-delà de vos missions de porter et d'accompagner des projets de transition écologique, il y a cette période de transition au cœur même de la filière méthanisation à faire coïncider avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Si je faisais court, j'aurais presque envie de dire faire mieux, mais avec une réalité économique qui risque d'être vue à la baisse. Oui, vous avez totalement raison. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une période de transition parce que d'une part, d'un côté, on a de plus en plus de projets sur notre territoire normand. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a une filière, effectivement, qui commence à être mature, qui répond à un besoin, effectivement, des maîtres d'ouvrage, et qui est rassurante, puisque les gens souhaitent investir dedans. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, comme le disait Hubert de Jean de la Bâtie, on est sur des projets de territoire aussi. Donc on a là des communes, on a des EPCI qui sont intéressés par ces filières-là, parce qu'elles produisent des ENR, et ces ENR-là, ils pourront effectivement les faire valoir dans leurs objectifs climat. Donc on a ces projets, mais en face, on a aussi effectivement, vous l'avez dit, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui dit, on va effectivement mettre une certaine somme d'argent, ou en tout cas l'État va venir aider effectivement cette filière, et jusqu'en 2028, on va y mettre à peu près 10 milliards. Et on s'aperçoit que si on regarde la trajectoire actuelle de développement des projets, on est bien au-delà de ça, et dès 2023-2024, on pourrait déjà être en difficulté par rapport à ça. Donc, du coup, derrière, il faut maîtriser la dépense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part, effectivement, travailler sur le tarif d'achat, donc qui sera certainement revu à la baisse, et d'autre part, travailler aussi sur la baisse des subventions, parce qu'il ne s'agit pas non plus que les subventions viennent compenser le tarif d'achat. À ce moment-là, on ne serait pas cohérent dans la démarche. Donc ça veut dire que pour nous, ADEME, aujourd'hui, on a effectivement une demande dans ce sens-là, et on ne va plus travailler comme on travaille jusqu'à présent, c'est-à-dire dans une filière où on était plutôt en développement, où on allait regarder les projets sur leur rentabilité économique, et à partir de là, effectivement, travailler à un calcul d'une aide, mais on va travailler sur du forfait. C'est-à-dire qu'à partir de demain, à partir même de cette année, on va travailler sur des forfaits qui seront de 40 € à peu près, qui seront de 40 € au mégawattheure, et avec plafonné à 600 kg pour les plus gros projets. Donc on voit bien qu'on est complètement dans une philosophie différente, où on n'est plus sur de l'accompagnement au développement, mais on est sur de l'accompagnement à la massification. Donc nous, cette année, nous avons fait le choix, en 2021, de faire un appel à projets pour pouvoir justement sélectionner ces projets, sélectionner les meilleurs projets. On l'a ouvert en décembre 2020, on l'a fermé en mars 2021, et donc on a eu à peu près une quinzaine de projets déposés. Et dans cet appel à projet, ce qu'on a essayé de faire aussi, comme le disait Hubert de Jean de la Bâtie, c'est de aussi tirer vers le haut ces exploitations en ayant des exigences à la fois
sur l'installation elle-même, mais aussi sur les pratiques agricoles, pour que là, encore une fois, la méthanisation soit au service de l'agriculture et pas le contraire. Donc on a mis en place ce dispositif. Cette année, on l'a fait seul parce qu'effectivement, on est dans une période avec la région où il y a un travail sur le FEDER qui est fait, mais j'espère qu'en 2022, on pourra faire un appel à projet régional pour soutenir ces projets. Donc là, on est effectivement, nous aussi, complètement sur l'aide à cette filière-là. Simplement, aujourd'hui, on est dans une étape plutôt de massification plutôt que de développement. Donc il va falloir travailler sur d'autres choses. Hubert Dejean en a parlé, à la fois le financement, pour trouver effectivement, faire de l'ingénierie financière, parce que les subventions et le tarif d'achat sera plus faible, donc il faut faire de l'ingénierie financière. Puisqu'on a plus de projets et que souvent ces projets-là s'écartent un petit peu des exploitations agricoles pour aller chercher des points d'injection, eh bien on se rapproche des habitations. Donc les gens, comme l'a dit Hubert de Larbati, se posent un certain nombre de questions sur ces projets-là. Donc il faut faire de la pédagogie, il faut effectivement aller vers ces populations, leur expliquer ce que c'est, travailler aussi avec les journalistes. Donc c'est tout ce qu'on va faire effectivement à travers le plan méthanisation aujourd'hui et avec l'ensemble des acteurs, puisqu'il faut que l'ensemble des acteurs de la filière soient tous partie prenante et qu'on aille tous dans le même sens. Merci Eric Prudhomme. Jean-Louis Belloche, je pense que vous êtes avec nous. Vous êtes le premier vice-président de la Chambre d'agriculture de Normandie et au sein de la Chambre, et depuis déjà quelques années, vous portez des politiques nouvelles en matière d'énergie renouvelable, dont la méthanisation, bien sûr, il y a toute sa place. Tout cela faisant partie d'une stratégie associant l'emploi, le développement de valeur ajoutée au territoire. Et pour ce faire, il faut prendre en considération les attentes et les projets des agriculteurs, tout en suivant, j'avais presque envie de dire, en précédant parfois même les recommandations de vos institutions de tutelle. Oui, vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement, Jean-Louis Belloche. Oui, écoutez, oui, effectivement, on participe nous aussi activement au développement des énergies renouvelables dans notre région. Ça fait partie de nos orientations stratégiques, de pouvoir accompagner ce développement. On a un portage politique dans un premier temps extrêmement important, d'expliquer que voilà, la méthanisation, notamment agricole, pour nos agriculteurs est une voie de diversification très importante, très intéressante, de par la possibilité de souscrire des contrats déjà entre 18 et 20 ans, donc qui permettent d'offrir une lisibilité financière, économique. Donc c'est là aussi extrêmement significatif. C'est aussi, ça a été dit, mais une très bonne complémentarité avec l'élevage, de permettre de valoriser les fumiers et lisiers sur les exploitations agricoles. Ça offre une belle complémentarité, de renforcer l'équilibre économique des exploitations agricoles, et puis un certain nombre d'autres avantages sur l'utilisation des fumiers et lisiers, l'intérêt agronomique également de tout cela, le développement des cives qui permettent de diversifier les assolements. Et donc à côté de cela, on a aussi bien évidemment un accompagnement technique de par l'organisation de manifestations à destination des agriculteurs pour vulgariser ces nouvelles techniques, la façon de monter des projets. On accompagne également les agriculteurs dans la construction de projets. C'est pas simple, c'est souvent très compliqué, de par les subventions à aller chercher potentiellement, le financement à aller chercher, de par l'explication dans son environnement. Il faut bien évidemment accompagner les dossiers sur l'acceptabilité sociétale. C'est compliqué, bien évidemment, dans un certain nombre de cas. On est mobilisé, nous, réseau des chambres d'agriculture, élus et collaborateurs, pour faire en sorte que les dossiers puissent se développer dans le meilleur des cas possibles. Eric Prudhomme l'a évoqué, et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à plusieurs reprises. Il a évoqué la communication, et là aussi, dans les actions que vous menez, la communication a une part très importante. Bien sûr, je vous parlais d'acceptabilité sociétale. Malheureusement, à chaque dossier, on a quasiment une association qui se monte anti. Donc, il nous faut être très pédagogique, expliquer que majoritairement, l'ensemble des installations fonctionnent très bien, sans problématique majeure. Il y a quelques soucis de temps en temps sur des potentiels débordements ou quelques cas, mais en règle générale, pas plus que dans d'autres installations agricoles. Donc, il faut travailler à l'acceptabilité sociétale de cela. Ça apporte de la valeur ajoutée sur les territoires. Ça permet, dans certains cas, d'installer des jeunes. Donc, il n'y a vraiment que des bénéfices et on souhaite s'inscrire au sein des territoires dans une harmonie la meilleure possible pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent accepter cette nouvelle technologie ou ces nouvelles technologies.
Merci Jean-Louis Belloche. On va retourner sur le plateau A, parce que là on est sur le plateau B, il y a le plateau A, et vous l'avez compris, on a des duplex pour y retrouver Marie Guillet, qui est directrice de Biomasse Normandie, évidemment directement concernée, impliquée dans la filière du plan méthanisation. C'est ce que vous allez certainement expliquer maintenant, Marie Guillet. Oui. Bonjour, alors Biomasse Normandie, on est acteur au même titre que la Chambre d'agriculture, enfin plutôt opérateur du programme Méthanisation Normandie, qui a été lancé en 2018 et qui est sur une seconde programmation 2021-2023. Et sur l'ensemble des enjeux qui ont été identifiés au travers des différentes interventions, l'action d'animation, elle a vraiment vocation à mettre le lien et à apporter justement les supports qui vont permettre de faire de la diffusion et de la pédagogie, que ce soit auprès des élus, des riverains, mais aussi des porteurs de projets, pour faire en sorte que cette filière méthanisation qui a vraiment son sens sur le territoire, pour apporter à la fois une diversification de l'agriculture, du revenu aux agriculteurs, de la production aussi d'énergie renouvelable, et qui peut aussi répondre à un besoin de traitement d'une partie de certains déchets, notamment les biodéchets. Nous, on est vraiment là pour pouvoir justement diffuser l'information, de pouvoir donner les éléments généraux, parce que cette filière, elle reste complexe. Il y a la nécessité d'apporter de la base d'information si on veut bien comprendre, et si on veut aussi bien appréhender les raccourcis qui parfois sont un peu simplistes et qui nécessitent de la pédagogie. C'est aussi un programme qui a vocation à faire de l'observation de ce qui se passe sur le territoire, à savoir combien il y a d'installations qui sont en fonctionnement, combien il y a de projets, tout ça dans une perspective de développement territorial qui soit cohérent, qui soit aussi en attente par rapport aux besoins des territoires. On parlait de la manière d'implanter un projet sur un territoire. L'aspect logistique, il est primordial. De bien choisir son emplacement, c'est primordial. Et puis cette observation, elle a aussi vocation à resituer le développement de la filière par rapport aux objectifs qui se sont donnés, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en Normandie, il y a une feuille de route qui a été dressée, une feuille de route 2030 qui a vocation à fixer une certaine quantité d'énergie qui provient du biogaz. Et dans un dernier point aussi qui est essentiel dans l'animation, c'est la montée en compétences et la professionnalisation des différents acteurs. Et ça, c'est un travail qu'on réalise aussi en faisant de la veille notamment technologique, réglementaire, en mettant les différents acteurs autour de la table. Il y a un des enjeux qui va être aussi, qui a été évoqué tout à l'heure, sur le financement. Ça va être un enjeu d'une part de réduction des coûts, et aussi de trouver des solutions alternatives pour financer ces projets de méthanisation qui restent encore assez capitalistiques. Merci Marie. Et on vous retrouve de toute façon dans quelques minutes, puisqu'on abordera l'état des lieux, la méthanisation, et bien évidemment vous aurez toute votre place pour intervenir. Je pense que vous changerez de plateau. La volonté politique, l'État, les émanations de l'État, la région, les premiers concernés bien sûr les agriculteurs, et puis il nous faut aussi prendre en considération bien évidemment les opérateurs. Aussi, je me tourner maintenant vers Aymeric Cottrel pour GRDF et Frédéric Moulin pour GRT Gaz. Vous êtes tous les deux délégués territoriaux, et déjà une nouveauté, Aymeric Cottrel, que je salue, le fait que vous ayez décidé de participer au plan méthanisation en qualité de partenaire, et plus uniquement, permettez-moi l'expression, en tant que technicien, ce qui était déjà le cas avec votre participation au comité technique, mais là vous êtes maintenant au comité de pilotage. Donc pourquoi avez-vous décidé de participer à ce plan méthanisation ? Oui, bonjour à tous. Juste avant de commencer, je pense qu'il faut saluer et remercier toutes les personnes qui m'ont précédé et celles qui suivront, parce que si la filière méthanisation Normandie on est là aujourd'hui, c'est qu'elle s'est organisée, elle s'est vraiment fédérée pour accompagner cette solution de production d'énergie verte, renouvelable et locale. Et c'est vraiment autour des acteurs que ça se passe depuis 2018, comme l'a rappelé tout à l'heure Normandie Biomasse. Alors, chez GRDF, on s'est engagé très tôt finalement dans la filière de la méthanisation. Et notamment la méthanisation qui a vocation à injecter le biogaz produit dans les réseaux, qui nous concerne directement. Et quand je dis très tôt, le premier projet d'injection, c'est 2011. Ça se passe dans la métropole de Lille. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on injecte du biogaz dans les réseaux de distribution. Et en 10 ans, chez GRDF, la production de gaz vert, de gaz renouvelable, c'est presque devenu une religion. C'est-à-dire que quand vous entrez chez GRDF, vous entrez en religion avec la méthanisation. Je le note.
Et si on y croit fermement, et tous les collaborateurs que vous croiserez se mobilisent vraiment quotidiennement pour transformer les réseaux de distribution en outils de décarbonation au service de la transition énergétique. Je pense qu'on a eu raison d'y croire, d'insister, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, ce sont près de 230 sites d'injection, donc c'est déjà significatif. 230 sites qui sont essentiellement portés par des agriculteurs. On l'a dit, le gisement est essentiellement aujourd'hui porté par les agriculteurs, donc 80% de ces projets sont des projets agricoles. Mais 230 sites, et il faut donner un tout petit peu de chiffres, c'est l'équivalent de 700 000 foyers qui sont alimentés avec une énergie produite dans les territoires, produite localement, avec des vraies retombées locales, de l'emploi et une économie locale. Alors si on veut se donner une petite base de comparaison à l'échelle de la Normandie, début 2020, il y avait un site. Il y avait un site qui était raccordé sur le réseau de transport. 2020 a vraiment été une année marquante, un vrai tournant dans l'histoire de la méthanisation, puisqu'aujourd'hui on a 10 sites qui injectent sur le réseau de distribution, et 13 sites en tout qui injectent si on considère le réseau de transport. Donc ça commence à devenir déjà suffisamment significatif, et c'est autour de 40 000 foyers, je parlais tout à l'heure 700 000 au niveau national, au niveau normand c'est 40 000 foyers qui aujourd'hui consomment cette énergie produite au plus près des territoires, au plus près de chez eux. Et très concrètement, dans certaines zones de Normandie, on peut citer la Manche, certaines zones de la Manche, on a des collectivités qui sont déjà autosuffisantes en gaz renouvelable. Ça veut dire qu'elles ne font plus appel à du gaz qui vient de plus loin. D'accord. Donc c'est déjà des éléments très concrets pour comprendre les enjeux derrière cette transition énergétique et cet outil de transition énergétique. Alors cette autosuffisance, chez GRDF, c'est aussi un moteur, hein, on vise 100% de gaz renouvelable à l'horizon 2050, donc 100% de gaz renouvelable pour les usages classiques, les usages courants que vous connaissez, et aussi pour un fléchage vers la mobilité au bio-GNV, qui est aussi qui connaît actuellement un très très bel essor. Alors vous allez me dire quelle perspective vous avez maintenant que vous avez dit qu'il y avait déjà 10 sites et 13 sites même qui injectaient. On a 15 unités en construction. Donc tous les ans, on va augmenter de 50% quasiment le nombre d'installations mises en service. Donc on a 15 projets en construction et on a à peu près 120 projets qui sont à des phases d'instruction plus ou moins avancées, qui vont rentrer en construction puis en mise en service à l'horizon 2023-2024. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Et maintenant, vous allez me dire, mais tout ce gaz produit, je pose des questions comme ça. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant avec vous et moi, que j'aime bien que vous fassiez mes relances. Voilà, merci. Donc, vous allez me dire, vous allez le mettre où, tout ce gaz produit dans les territoires ? Vous le dire. C'est ça. Mais c'est précisément, je crois, le défi et l'équation qu'on a à résoudre collectivement avec tous les acteurs qu'on a autour du plateau, à travers le plan méthanisation Normandie, avec les syndicats d'énergie aussi, qui sont complètement investis et partie prenante de la solution. On doit trouver des solutions pour ramener ce gaz vert qui est produit dans les zones plus agricoles, plutôt les campagnes, vers les bassins de vie et les bassins de consommation. Donc tout l'enjeu est là, mais je crois que c'est GRT qui va nous donner des clés de la solution. Très bien. Je vais même les relancer. Vous faites les transitions, c'est parfait. J'allais dire partenaire, complémentaire, mais en fait, Émeric Cottrell fait tout. Alors, effectivement, Frédéric Moulin, par rapport à tout ce que vient d'annoncer Émeric Cottrell, il y a aussi ça, puis il y a aussi le fait que ça nécessite aussi des études assez lourdes, donc chères, en amont, afin d'anticiper, d'envisager de remonter vers les réseaux de transport. Donc là aussi, il nous faut effectivement des éléments pour pouvoir aller plus loin après dans la seconde partie de cette matinée. Alors, en fait, ce qui a vraiment changé depuis 2 ans maintenant, à mon sens, pour les opérateurs de réseau, c'est qu'on est passé vraiment d'une logique de raccordement des projets. Donc, un porteur de projet agricole qui allait taper à la porte de GRDF ou de GRT Gaz pour raccorder son projet. On est passé de cette logique-là à une logique vraiment beaucoup plus de faire en sorte que les réseaux soient un outil d'aménagement du territoire au service du développement des énergies renouvelables. Ça a l'air de rien et c'est passé par beaucoup d'outils qui sont fondamentalement des outils un peu techniques, parfois complexes, mais qui en tout cas aujourd'hui nous donnent vraiment un outil collectif que nous mettons au service des territoires évidemment, au service des projets pour faire en sorte que sur un territoire donné,
on mette les bons outils là où il faut pour permettre au projet de sortir. Je vais prendre un exemple, la zone d'Argentan. Donc c'est l'endroit où nous allons construire notre première unité qu'on appelle un rebours. Je pourrais dire en quelques mots de quoi il s'agit. Eh bien, c'est un territoire où finalement il y a une dynamique collective très forte qui s'est créée, des projets, et les réseaux ont été là pour proposer la solution, les solutions possibles pour que les projets puissent se construire dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment autour de ça que nous travaillons aujourd'hui. Alors dans une logique qui s'appelle le droit à l'injection, on étudie dans chaque zone collectivement entre GRDF et GRT Gaz quelles sont les bonnes solutions. Et ensuite il y a évidemment une concertation avec les territoires. Et ça permet, une particularité en Normandie, c'est que vraiment ça permet d'aller faire sortir des projets là où il y a de potentiel, c'est-à-dire qu'on n'invente pas et on ne fait pas venir des déchets d'autres territoires. Donc sur un territoire donné, là où il y a un potentiel, eh bien on est capable de trouver les bonnes solutions et éventuellement d'investir dans les réseaux quand c'est nécessaire, ce qui n'était pas possible avant. En Normandie, sans les dispositions du droit à l'injection, il y a sans doute beaucoup d'endroits où, malgré le potentiel, on n'aurait pas pu faire sortir les projets. Alors, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur Argentan, l'exemple que vous avez cité, mais vous vouliez peut-être préciser quelque chose justement sur le côté technique? Alors, sur le côté technique, oui, effectivement, on commence, nous, GRT Gaz, à construire ce qu'on appelle des unités de rebours. Aymeric Cottrell l'a évoqué rapidement tout à l'heure. La plupart des projets injectent dans les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, il faut les voir un peu comme une boucle locale de réseau, où il faut qu'il y ait la consommation équivalente à la production. Et à certaines périodes de l'année, c'est le cas en été par exemple, où on a des consommations plus basses, vous pouvez avoir une production excédentaire, et donc ces petites unités qui sont finalement des unités de compression permettent de prendre ce gaz et de le remonter dans le réseau de transport, et finalement ça ouvre un débouché beaucoup plus important, et ça permet au projet de se concrétiser. Merci Frédéric Moulin. Vous allez revenir en deuxième semaine aussi lors de la première table ronde, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes en duplex, j'en suis sûr, avec Catherine Gournay-Lecomte. Vous êtes présidente de Territoire d'énergie Normandie, une structure régionale qui regroupe 5 syndicats avec une présidence tournante, et nous avons la joie que vous soyez présidente actuellement. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous nous présentiez un peu le rôle, alors votre rôle peut-être en tant que présidente, mais surtout par rapport à TEN. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Au nom du territoire d'énergie Normandie, donc qui rassemble l'ensemble des 5 syndicats normands, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour échanger, partager sur cette thématique de la méthanisation. Merci de nous y avoir associés. Les objectifs du TEN sont de permettre à ses membres de partager leur expérience et de mutualiser leurs moyens en vue d'accompagner les territoires, en vue de planifier nos actions, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des PCAET des différentes intercommunalités, de développer les mobilités bas carbone, d'animer et de sensibiliser les acteurs autour de la transition énergétique, et enfin d'accompagner en matière d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable. La méthanisation est finalement un thème transversal à l'ensemble de ces thématiques. C'est pourquoi il est important pour nous, au niveau du TEN, de soutenir ce nouveau plan Métha-Normandie d'un point de vue politique, technique ou encore financier. La méthanisation, en évitant les rejets de méthane dans l'atmosphère, est un outil de lutte contre le réchauffement climatique. D'autre part, elle produit une énergie renouvelable locale, et ça vous y avez insisté les uns et les autres, en valorisant des déchets organiques sur nos territoires. C'est un véritable levier de développement économique pour notre agriculture normande au premier plan. Mais cette valorisation énergétique est bien entendu dépendante de l'accès au réseau électrique et au réseau gaz. C'est pourquoi notre fédération, notre TEN, se mobilise pour favoriser son développement, pour être un facilitateur de ces questions particulièrement techniques, mais des questions essentielles puisqu'elles conditionnent la faisabilité du projet. Alors en quoi notre fédération peut donc accompagner le développement de la méthanisation? Quel est le rôle des autorités organisatrices de distribution de l'énergie dans ces domaines?
Tout d'abord, les syndicats d'énergie sont connus pour leur rôle d'autorité organisatrice de distribution de l'énergie, mais sur certaines communes, elles sont également autorités organisatrices de distribution de gaz, et ça c'est sans doute moins connu. Autorités concédantes, ils sont propriétaires des ouvrages et responsables de la mise en concurrence des concessionnaires pour la délégation de services publics. Les AODE assurent notamment le contrôle des réseaux publics de distribution de gaz sur les sujets liés à la sécurité, à la qualité de la fourniture, aux travaux, au déplacement d'ouvrages, à la vétusté de certains. C'est à ce titre que dans le cadre du droit à l'injection introduit par la loi Egalim en octobre 2018, les AODE sont consultés par GRDF et GRT Gaz pour l'élaboration des zonages de raccordement des projets de méthanisation en injection de biométhane. Deuxièmement, et ce de manière facultative, les AODE peuvent soutenir le développement de la méthanisation de plusieurs façons. Et ça, c'est un vrai point essentiel qui souligne la dynamique des syndicats en la matière. Tout d'abord, en soutenant une dynamique locale pour faire émerger de nouveaux projets, le TEN réalise ou finance des études de gisement pour connaître le potentiel des territoires et impulse l'émergence de nouveaux projets grâce au lancement de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est par exemple le cas d'actions menées très concrètement sur le territoire de l'Eure, de la Seine-Maritime ou encore de l'Orne. Les AODE peuvent aussi participer au capital des sociétés de projets, et ce, au cas par cas, sur demande des porteurs de projets et bien souvent en complémentarité avec les communes et les intercommunalités qui soutiennent la démarche. Deuxièmement, nos syndicats peuvent faciliter l'accès au réseau et à la valorisation du biogaz. Les AODE peuvent participer financièrement aux opérations sur les réseaux de gaz. Je pense tout particulièrement aux travaux d'extension, de maillage, de renforcement et bien sûr de raccordement. Dès lors que cela relève du nécessaire, bien sûr, et du pertinent, notamment en tant que financeur pour soutenir le renforcement des réseaux en lien avec de nouveaux projets d'injection biométhane. Le TEN s'est engagé avec la région Normandie et GRDF pour aménager le territoire en associant la production de biométhane aux filières aval et de desserte en gaz, notamment tout ce qui est lié à la mobilité GNV. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous dans nos syndicats d'énergie, d'avoir continuellement à l'esprit cette notion d'aménagement du territoire. Nous sommes des facilitateurs pour faire que chacun de nos concitoyens, en quel point de nos départements respectifs, puissent travailler. Enfin, les syndicats d'énergie peuvent favoriser l'acceptabilité des projets. Ça, c'est un sujet sur lequel vous reviendrez au fil de nos échanges. Le TEN agit donc activement pour sensibiliser les élus locaux aux enjeux de la transition énergétique et a fortiori à la méthanisation. Nous organisons des visites de sites et des réunions d'information pour présenter la méthanisation de manière la plus objective possible en se basant sur du partage d'expériences avec des porteurs de projets et des experts connus et reconnus en la matière. L'objectif est d'améliorer sans cesse l'appropriation de cette thématique, tant par les agents que par les élus locaux des communes ou encore des intercommunalités. Bref, vous le voyez, les syndicats d'énergie sont plus que jamais volontaires dans la démarche et nous participons autant que faire se peut pour accompagner nos collectivités adhérentes pour le développement de la méthanisation, et c'est ainsi que le TEN s'inscrit pleinement dans cette démarche. N'oublions pas collectivement, je dirais pour conclure, quelques mots de Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Alors collectivement, allons de l'avant pour développer des projets durables et porteurs d'avenir pour nos enfants. Je vous souhaite une très belle journée de travail.
Merci beaucoup Catherine Gournay-Lecomte de cette présentation très complète des actions pulsées et portées par le TEN. On va se quitter quelques secondes pour être en totale transparence et pour faire un mouvement de plateau pour avoir de nouveaux invités qui vont venir me rejoindre. On se retrouve donc dans quelques instants pour un état des lieux à 3 voix et puis enchaîner avec nos tables rondes et évidemment vos questions. Les images et puis on se retrouve en direct.